Alors, nous, trêve de plaisanterie, nous commençons notre première table ronde avec une ouverture à l'international, principalement francophone, mais aussi avec un invité venu de République tchèque. Donc c'est qu'avec beaucoup de plaisir que je vais accueillir nos premiers intervenants, toujours par ordre alphabétique, pour jouer une certaine simplicité. Donc je vais les accueillir sur scène au fur et à mesure, en commençant par Isabelle Hainaut, et en donnant une mini-bio à chaque fois. Bon, ils ont tous un CV long comme le bras. Isabelle, je t'en prie. Enfin, je vous en prie, je vais appeler tous mes intervenants par leur prénom et en les vous voyant. Isabelle, en quelques mots, est intervenante père aidante et coordinatrice de l'AMPAC, l'association des mentors père aidants du Québec, au sein de laquelle elle coordonne les activités journalières, les projets de l'organisme en collaboration avec le conseil d'administration, les partenaires et l'équipe de père aidants. Elle est également co-responsable du programme de formation de père aidance à l'Université de Montréal. Merci Isabelle d'être parmi nous. J'appelle maintenant notre invité venu de République tchèque, Michal Kaspar, qui est... Oui, vous pouvez y aller. Oui, soit à court ou à jardin, selon l'expression consacrée. Michal, je vais décaler un peu cette table. Voilà. Alors Michal, il a un nombre d'activités très très impressionnant, lui aussi. C'est l'un des tout premiers pères aidants en République tchèque. Aujourd'hui, ils sont à peu près une centaine. Vous nous raconterez. Je vous invite à venir juste à côté. Voilà, ce sera plus convivial. Même si on peut éventuellement décaler un peu les sièges parce que vous serez seulement 5, donc sur 9 sièges disponibles. Alors, Michal, donc un tout premier père aidant, il se considère comme un père enseignant. Vous nous expliquerez ça en donnant des cours à l'université sur le rétablissement et la stigmatisation. Il est également journaliste pour l'association Dobre Misto. Je prononce bien ? Misto. Bon, il faut encore faire des petits progrès en tchèque. Reporter audiovisuel pour le Studio 27. Vous pouvez retrouver le Studio 27 sur le web, sur le site Studio 27, mais aussi sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos en anglais. Quand les invités sont anglophones, c'est en anglais. Fondateur du groupe d'entraide nommé avec humour GPS pour Psychogroupe Mondial. Je traduis bien sûr. Et le groupe de théâtre LSD, acronyme en tchèque de Théâtre Populaire Spontané. Et puis, vous présenterez Michal, un peu comme moi, la deuxième conférence internationale sur le rétablissement qui se tiendra à Plzeň, en République tchèque bien sûr, et qui sera également bilingue en tchèque et en anglais le 11 et 12 février prochain, qu'on peut retrouver sur le site internet recovery2020.cz. Et puis juste encore un petit mot, vous êtes accompagné par une artiste graphiste dont le prénom est, j'ai peur de mal prononcer, voilà, Alsbeta, avec des exemplaires du magazine Off the Road que vous pouvez consulter. Maintenant, un chercheur de très haut niveau, canadien, québécois, Jean-François Pelletier. Il est là, le voici. Professeur agrégé, PhD, chercheur à l'Université de Montréal et également Assistant Clinical Professor, donc également chercheur au sein du département de psychiatrie de l'école de médecine de la prestigieuse université de Yale à New Haven dans le Connecticut. On accueille également Caroline Souter, venue de Suisse. Cette fois-ci, elle est enseignante et assistante de recherche à l'Institut et Haute École de la Santé de la Source à Lausanne dans le canton de Vaud. Ses travaux de recherche portent sur la décision partagée en psychiatrie. Elle est également présidente de l'association Repairs, RE-PAIRS, site internet même chose, re-pairs.ch, pour promouvoir le métier de praticien en santé mentale. Et puis enfin Stéphane Waha, venu de Belgique, de Wallonie, formé à l'université de Mons. Au cours du cycle de père aidance, santé mentale et précarité, l'intitulé exact, il a rejoint En Route l'association des pères aidants francophones belges. Il est fondateur du site web
Wallonie Père et Danse, voilà, donc c'est wallonie-père-et-danse.be qui propose des informations sur la Père et Danse, le rétablissement et les témoignages. Bienvenue à toutes et tous, encore un petit round d'applaudissements, comme ça je bois un coup. Vous avez des bouteilles d'eau aussi, hein. Alors il y a beaucoup de choses à se dire évidemment. Alors, comprenez bien que le temps ne nous permet pas de vous laisser poser des questions, mais comme vous le savez, il y aura des ateliers cet après-midi, juste après la pause, d'une heure, qui là vous permettront d'échanger énormément, de construire un débat, de trouver pourquoi pas des solutions émergentes, et puis on fera une restitution après, donc ce sera le moment pour vous de largement pouvoir vous exprimer. J'ai envie de commencer avec Michal. Michal, vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur la situation, la vue d'ensemble, l'historique en République tchèque. Et vous avez même préparé une jolie slide pour nous montrer tout ça. Elle est déjà là, non, elle va apparaître. En régie, peut-être on peut nous aider sur ce point. Philippe, ça ne dépend pas de toi du tout, hein. Je te vois avec ton téléphone, visiblement tu commences à t'emmerder déjà. Ok. Alors peut-être en régie on peut nous aider, il y a une slide normalement de Stéphane Ouaha. Alors il y a bien une slide pour le nom de Stéphane. Non, de Stéphane, de Michal. Je me suis trompé de pays, oui. Voilà. À vous la parole. Un micro c'est mieux, ouais, ça peut aider, ouais. Merci. En principe. Merci, oui, on s'entend. Donc, on a dit déjà qu'il y a à peu près une centaine de pères aidants maintenant en République tchèque. Ils sont dans le cadre d'un nouveau plan national d'action pour la santé mentale. Ils sont prévus pour les centres médico-sociaux, pour les services sociaux et pour les hôpitaux psychiatriques en tant que les membres d'équipe. C'est ce que je veux dire pour le premier point. Le deuxième point, voilà, ce qui nous manque, c'est une plateforme professionnelle des pères aidants. Il faut qu'elle se constitue. Et on aimerait bien d'inviter des pères aidants qui ont une expérience plus longue aussi en République tchèque. Et pour le troisième point, c'est la naïveté de laquelle on peut parler que le père aidant, une fois venu dans l'équipe d'un hôpital psychiatrique ou d'un département de l'hôpital psychiatrique, qu'il va changer tout. Non, c'est pas vrai. Alors, il faut aider ce processus de changement, et c'est aussi pour ça que je suis là, pour avoir l'inspiration pour la République tchèque. Voilà. Merci. Stéphane, je vois que vous alliez vous saisir du micro et j'ai bien envie de vous donner la parole. Ouais, ça marche déjà. En commençant peut-être par évoquer que vous me disiez que la tradition de la père aidance se trouvait surtout en Belgique sur les addictions et la précarité. Oui, donc il y a peut-être un historique plus long qui est du côté des addictions, donc des personnes qui ont eu des addictions qui sont employées dans des centres de validation fonctionnelle chez nous. Et puis, il y a les programmes que vous appelez Chez Soi d'abord. Donc chez nous, on a gardé l'appellation Housing First. Et je suppose qu'il y aura des intervenants à un moment qui souligneront le fait que dans le modèle Housing First, venu
des pays anglo-saxons, il y a la participation de père aidant à la constitution du projet. Chez nous, je pense, en Belgique francophone, il va y avoir 6 ou 7 projet Housing First. Et il y a une personne qui est salariée dans un Housing First, et je pense qu'il y a un autre bénévole ou deux. Donc nous, on a implémenté le modèle partiellement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une demande côté précarité pour développer cette approche de père aidance, et sans doute un terreau favorable pour l'inclusion. En matière de santé mentale, ça c'est quand même vachement plus récent. Il y a assez peu de pères aidants qui sont actifs. Donc il y a 2 pères aidants rémunérés pour l'instant, dont un qui vient de démarrer son contrat. Et par contre, là, on sent qu'il y a vraiment, au cours de l'année passée, une grosse demande d'information, déjà, par des équipes, par des institutions. Et ici, il y a plusieurs équipes qui nous ont approchés pour commencer à préparer l'intégration de pères aidants et de pères aidants rémunérés. Donc, il y a vraiment une espèce de point d'inflexion pour l'instant chez nous, d'intérêt et de personnes qui franchissent le pas, vraiment de se préparer à l'intégration de pères aidants, qui réfléchissent relativement en amont pour préparer le terrain, des équipes, discuter du rétablissement, parce que je pense qu'on est conscient, ça a été souligné tout à l'heure, que peut-être que parler de père aidance de prime abord, certaines équipes sont un peu réticentes. Par contre, si on discute de rétablissement, que les équipes sont convaincues que le rétablissement est quelque chose qui a du sens dans leur pratique, alors un père aidant qui amène son expérience de rétablissement a beaucoup de sens. Donc voilà un petit peu la situation. Je vous dirai un petit mot peut-être de la formation plus tard. On peut déjà en parler, peut-être. Notamment, vous me disiez que dans la formation, on n'apprend pas à être père aidant. On apprend plutôt à développer des outils pour être père aidant ensuite. Enfin, parce que je ne m'exprime peut-être pas très bien. Non, c'est vraiment tout à fait ça. Donc la formation, elle est dispensée à l'université de Mons, c'est en partie wallonne du pays. Et c'est une formation qui a lieu dans un contexte universitaire, mais qui n'est pas calibrée sur le format universitaire, dans la mesure où c'est une formation qui se base sur des interventions d'intervenants extérieurs, sur des thèmes donnés, et c'est le groupe qui discute de ce thème et qui fait émerger une compréhension commune. Donc ce n'est pas un cours ex cathedra, on ne nous dit pas comment être père aidant, mais on nous amène à réfléchir sur des aspects qui vont être structurants dans la pratique de père aidance, les aspects de déontologie, de secret professionnel, et puis sur ce qui fait le cœur du métier de père aidant, c'est le partage de son expérience de vie, de son expérience de rétablissement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une ligne de vie, comment est-ce qu'on peut en extraire des éléments marquants, comment est-ce qu'on peut partager ça. On peut tester aussi la distance qu'on peut avoir par rapport à son expérience de vie. Donc voilà, c'est une formation qui a démarré il y a 4 ans, je pense, c'est la 4e année de formation. Et l'autre point, je pense, qui est vraiment important de souligner, parce que ça a été dit tout à l'heure par Philippe, c'est une formation qui s'adresse un peu aux 3 secteurs. Donc il y a des parcours de santé mentale parmi les pères aidants formés, il y a des parcours de précarité et des parcours d'addiction. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important, parce que le croisement des expériences et des regards permet d'enrichir un peu cette pratique de père aidance, et le réseau de père aidants qui en résulte est vraiment, comment est-ce qu'on va dire ça, important dans la pratique, dans la mesure où, en n'ayant pas l'expérience de tous les domaines, on peut être un peu pris de court à certains moments, parce que des problématiques de santé mentale et d'addiction, ou de rue et d'addiction, sont assez liées. Et ce réseau des pères aidants nous permet d'avoir accès à l'expérience et l'expertise d'autres pères aidants. Donc voilà, la formation pour nous, c'est 2 choses, je pense, co-construction avec des outils partagés et ce support à l'approche transsectorielle. Et au niveau statut, on retrouve un peu les problématiques qu'on a en France. Vous me disiez par exemple que le statut le plus proche, enfin aujourd'hui, le statut qui est peut-être utilisé le plus souvent, c'est assistant spirituel, c'est ça, non? Oui, j'ai partagé ça un peu sous forme de blague. Ouais. Donc oui, donc où ranger un père aidant, dans quelle case, avec quel statut, ça c'est
dans les institutions que moi j'ai plutôt fréquentées. Donc j'étais actif en tant que père aidant dans un centre d'activité thérapeutique d'un hôpital psychiatrique, et on avait un peu regardé, il y a une classification de fonctions qui existe pour ces hôpitaux-là. Et je me disais, dans quelle case est-ce qu'on pourrait bien me ranger? Et donc j'ai trouvé la case assistance spirituelle qui me paraissait être la plus proche en termes de description de fonction de ce qu'un père aidant peut faire. Mais bon, ça c'est plutôt sous la forme de petites blagues, parce qu'il faut, il faut réfléchir un peu plus loin, de fait, à décrire les contours de la fonction et son articulation avec le reste. Et alors, si je peux rester encore 30 secondes dans le domaine de la blague, parce que père aidant, c'est quand même pas facile, hein, comme nom. Quand quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de père aidant, voilà. Et donc on a eu à la formation un petit jeu qui était de trouver un mot complémentaire à père qui a du sens. Donc on peut faire permanent, on peut faire persifleur. Percolateur, ça ne fonctionne pas, parce que collateur, ça n'a pas de sens par lui. Donc à la pause, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu, et puis venez me partager vos meilleurs pères quelque chose. Merci Stéphane. Caroline. Alors, bon, forcément, en tant que présidente de l'association Repère, plus toutes vos activités, vous avez bien une vue d'ensemble. Et en termes de vue d'ensemble, notamment, vous me parliez de grandes disparités en Suisse. Forcément, c'est lié au fédéralisme. Alors justement, effectivement, c'est difficile de donner une vue d'ensemble parce que la situation est très différente selon les endroits. Donc déjà, petit rappel, donc la Suisse, c'est un pays, contrairement à la France, qui n'est pas du tout centralisé, c'est un pays fédéral, donc où une grande partie des décisions se prennent à l'échelon cantonal. Donc on dit que les Suisses sont lents. Ça s'explique aussi par le fait que chaque décision doit être prise au niveau local quelque part. Donc les choses avancent effectivement lentement, et puis comme vous le savez peut-être, il y a 3 régions linguistiques différentes, enfin 3,5 si je vais être exact, en Suisse, et du coup la situation, c'est difficile de dresser un panorama de la situation en Suisse. Moi je vais vous parler plus particulièrement de la situation en Suisse romande, qui sont donc les cantons dans lesquels on parle français, et qui représentent un bassin de population d'environ 2 millions de personnes. Donc ceci étant dit, donc la formation à la pérédance professionnelle, en Suisse romande, la première, elle a démarré en 2013, donc c'est encore assez récent. Chez nous, on parle, alors il y a aussi faire une petite précision terminologique, chez nous on appelle les pères praticiens en santé mentale, ce qui n'est pas un terme facile. Régulièrement, quand je me présente comme père praticienne, on me demande « Ah, vous êtes péripatéticienne ?» Non, pas tout à fait. Donc voilà, donc chez nous, les pères praticiens en santé mentale comprennent effectivement la santé psychique et les addictions dans le domaine de la précarité. Alors de fait, une grande partie des personnes qui ont un parcours en santé mentale et dans les addictions sont souvent aussi touchées par la précarité, mais je ne peux pas dire que ça intègre vraiment la précarité à part entière. Et puis donc aujourd'hui, il y a eu 2 volets de formation. Donc on a une petite trentaine de pairs formés, mais dont seulement 10 sont en emploi. Mais si on rapporte ça à des équivalents plein temps, ça revient à environ 3 postes, parce qu'une grande partie des personnes travaillent à des taux d'occupation très limités, autour de 20 ou 30%. Donc pourquoi un petit nombre? Parce que il a été fait le choix de ne pas proposer une formation tous les ans, mais uniquement à un rythme d'une fois tous les 3 ans, pour pas inonder, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, inonder le marché de pairs qui ne trouveraient pas de poste, parce qu'il y a une grande frilosité de la part des employeurs à engager des pairs. Cette frilosité, elle peut s'expliquer par différents facteurs. D'une part, il n'y a pas vraiment d'appui, de volonté politique, de stratégie politique pour intégrer les pairs. Il n'y a pas de plan de santé mentale, comme vous en avez parlé, ou comme je crois qu'il y en a eu en France. Donc, alors certes, les pouvoirs publics ont subventionné la formation, donc il y a quand même, disons, une ouverture, mais il n'y a en tout cas pas ou en tout cas du point de vue... de mon point de vue père, je ne trouve pas qu'il y ait un appui vraiment très décidé de la part des pouvoirs publics. Et du coup,
ça ne pousse pas les employeurs à en engager, et du coup ça repose beaucoup sur des initiatives individuelles. Il y a quelques pionniers extrêmement convaincus, que d'ailleurs je remercie s'ils lisent un jour les actes de cette journée. Donc il y a quelques initiatives locales, mais ça repose vraiment sur les épaules de quelques personnes isolées, et il n'y a pas encore de mouvement vraiment général, mais enfin c'est peut-être lié à tout mouvement pionnier démarre peut-être aussi comme ça. Donc il est permis d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Et puis, peut-être une des particularités en Suisse, c'est que le choix a été fait de ne pas proposer une formation universitaire, donc un petit peu de la même manière qu'en Belgique. Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, c'était pour ne pas se priver du potentiel d'un nombre de personnes qui ne pourraient pas accéder à une formation de niveau universitaire. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a seulement un tiers environ de la population qui fait des études supérieures. Donc, ça limiterait grandement les personnes qui pourraient suivre. Et puis, mais par contre, ça a comme corollaire, peut-être comme conséquence, qu'il y a une grande difficulté à faire reconnaître le métier, le statut, et peut-être que ça aussi, c'est un des facteurs qui empêche de faire avancer et qui empêche d'avoir un recrutement, de changer d'échelle, comme disait Philippe tout à l'heure. Donc il y a des problèmes au niveau du recrutement, de la rémunération, du statut, c'est des choses effectivement qui sont encore balbutiantes. Donc comme je vous le disais, on est une petite dizaine et on travaille alors dans différents secteurs, à la fois donc des soins, de l'accompagnement, puis ça peut être autant dans le domaine hospitalier, ambulatoire, et puis dans la filière de l'hébergement, donc dans des foyers, mais également dans la recherche et dans l'enseignement, et puis également dans le domaine associatif, que ce soit dans le cadre d'un collège de rétablissement, par exemple, ou alors d'actions militantes, de défense des droits. Peut-être, je crois qu'il y a un projet de Housing First aussi qui est dans les tuyaux, mais enfin, ça n'a pas encore tout à fait abouti. Merci beaucoup, Caroline. Je vous propose de traverser l'Atlantique maintenant. Traverser l'Atlantique, donc, et d'aller au Québec, en commençant par Isabelle. Alors, Isabelle, il y a quelque chose qui m'a marqué. Sauf erreur, l'AMPAC est non seulement une association de représentation, défense des droits des médiateurs de santé père, même si d'ailleurs la terminologie est encore différente de la terminologie française et suisse. Vous allez nous la rappeler, je l'ai un peu oublié. Mais surtout, vous avez, je crois, intégré au sein de l'AMPAC une véritable plateforme. Alors, je ne sais plus tout à fait si c'est le terme que vous utilisez, mais on va beaucoup en parler aujourd'hui, qui permet justement de commercialiser les services des médiateurs de santé père. Oui, en fait, au Québec, je vais essayer de faire... Même si on parlera probablement formation, statut oui. également, mais ça m'a quand même interpellé, parce que là, c'est intégré au sein de l'AMPAC, si je ne me trompe pas. Oui, donc en fait, l'AMPAC, c'est un organisme sans but lucratif qui travaille avec le réseau public de santé et services sociaux. Et étant donné que le ministère a élaboré dans son plan, a mentionné dans son plan d'action en santé mentale d'intégrer des pères aidants, mais dans des équipes spécifiques, donc des équipes de suivi intensif dans le milieu et de soutien d'intensité variable, donc des équipes qui suivent les personnes dans la communauté. Donc, et c'est des pourcentages, là, c'est pas dans 100% des équipes. Donc, c'est ça qui est recommandé au niveau du ministère. Mais par contre, quand vient le temps d'embaucher, bien évidemment, on n'a pas le titre non plus là, dans la classification des titres d'emploi. Donc, ce qui se rapproche le plus, nous, c'est pas animateur spirituel, mais c'est éducateur spécialisé. Donc, quand ce qu'on appelle des CIUS, des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, veulent embaucher des pères aidants, ils vont souvent afficher un poste d'éducateur spécialisé, mais ça peut créer des problèmes au niveau des syndicats parce que, bon, on n'est pas formé en éducation spécialisée. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on peut avoir recours à la formule dont vous parlez de prêt de service. Donc, il y a des pères aidants qui sont embauchés via des organismes, des associations, des organismes sans but lucratif,
qui, à ce moment-là, embauchent les pères aidants et les prêtent à des établissements, soit des hôpitaux, des CLSC, qui sont des centres locaux de services communautaires, et à d'autres endroits qui pourraient en avoir besoin, mais ça passe vraiment par l'association. Donc, c'est nos employés, mais on les prête dans des établissements. C'est là qu'effectivement, vous m'avez souligné des problèmes comparables, là encore, qui sont connus dans tous nos pays, qui sont des problématiques de statut, là encore. Oui. Et quelques mots au niveau de la formation ou des risques que vous avez pu En fait, me mentionner. Au niveau de la formation, historiquement, là, la première formation qui a vu le jour, c'est dans la ville de Québec en 2006. Et depuis 2017, il y a une deuxième formation qui a vu le jour à l'Université de Montréal. Donc, c'est une formation sur 1 an à la faculté de médecine. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai moi-même suivi cette formation. Donc, on est beaucoup en contact avec, entre autres, les résidents en psychiatrie. Et à ce moment-là, c'est ça, quand les établissements veulent embaucher, ils vont demander d'avoir une des 2 formations, là, soit celle de Québec ou de Montréal. Voilà. J'ai retrouvé le mot, c'est père aidant travailleur, c'est ça? En fait, il y a différents titres qu'on peut voir pour intervenant père aidant, juste père aidant en santé mentale, ou est-ce que les autres? Mentor père aidant. Mentor père aidant. Oui. Philippe, tu peux nous préparer un petit florilège? Ce serait sympa, non? Jean-François, vous êtes chercheur. Oui. Vous êtes spécialiste de l'inclusion des usagers et de leurs proches, non plus comme en les percevant comme des sujets, mais plutôt comme des partenaires de recherche. Donc vous avez cette vision-là, globalement une vision de chercheur. Alors je vous donne la parole parce que c'est un autre point de vue. Pardon? Permettez-moi de vous contredire, je ne suis pas l'expert. Ah, vous n'êtes pas expert? Non. Bon, ça, c'est intéressant aussi comme point de vue. C'est d'autant plus intéressant. Je suis moi-même une personne en rétablissement, mais je ne suis pas père aidant. Et j'ai proposé un programme de formation de père aidant à la faculté de médecine. D'accord. Je ne suis pas certain qu'ils ont très bien compris de quoi il s'agissait. Parce que les experts, bien sûr, ce sont les pères aidants eux-mêmes. Et nous essayons dans la formation de faire se relayer des pères aidants. On a eu Caroline, on a eu Philippe, on a eu des pères aidants spécialisés dans différents créneaux qui sont considérés comme étant, eux, les experts du rétablissement et donc de la père aidance. Ce n'est pas moi l'expert. On a une approche plutôt socratique, un questionnement socratique. On se questionne. Et si vous permettez, j'apprécie beaucoup l'introduction de Michael, c'est ça? Oui. Michel. Si on pouvait même remettre cette diapo, j'aimerais pouvoir peut-être commenter et tricoter autour de cette diapo. Vous voyez, nous aussi, nous avons un plan d'action en santé mentale depuis 2005 au Québec. Il y avait un premier plan d'action 2005-2010 et maintenant 2015-2020, on a un autre en préparation. Donc, depuis déjà une quinzaine d'années, on préconise l'intégration de pères aidants dans des équipes, mais vraiment médicales, de suivi médical en psychiatrie. Des équipes multidisciplinaires avec des professionnels de tout acabit, très, très formés. Alors, les pères aidants sont appelés à travailler dans des environnements hautement codifiés, avec des gens très, très, très formés, et où parfois ils font face, nommons-le, à une certaine hostilité. Et nous essayons de bien les outiller pour faire face à cette incompréhension en croisant différents paradigmes de la connaissance. D'un côté, le paradigme biomédical de la médecine. Isabelle parlait, on fréquente les jeunes résidents, les futurs psychiatres auprès de qui on espère avoir une influence positive. Et donc, on doit œuvrer dans ce modèle-là, mais avec une approche plus éducative. On s'inspire beaucoup de l'éducation thérapeutique du patient, que vous connaissez bien ici en France. Et on sait que ce n'est pas toujours une bonne idée de vouloir croiser des paradigmes comme ça qui, depuis 2500 ans, s'opposent. Et on croit, par contre, voir émerger peut-être un troisième paradigme de la connaissance, la connaissance expérientielle, qui peut-être, enfin, va nous permettre de réconcilier ces deux,
ou de transcender ce clivage historique entre le corps d'un côté et le savoir de l'esprit de l'autre. Et puis, on a déjà mentionné un peu partout le problème de reconnaissance du statut dans les équipes, dans le réseau de la santé ou des services sociaux, mais c'est la même chose à l'université. Alors moi, lorsque j'ai proposé un programme de formation en médecine, donc qui est aussi ouvert à des étudiants en médecine ou en sciences de la santé, ils ne sont pas très nombreux à l'heure actuelle, mais certains s'intéressent aux notions de rétablissement, comment les usagers se définissent et s'approprient le rétablissement. Eh bien, c'était très difficile pour moi de trouver un statut pour des partenaires d'enseignement qui ne sont pas des PhD ou qui n'ont pas une diplomation comme telle. Donc, les enjeux de reconnaissance au plan académique du savoir expérientiel sont à peu près les mêmes que des enjeux d'intégration des pairs aidants dans les équipes médico-sociales. Et puis, si on poursuit la deuxième, non, pour rester sur la diapo, donc on a les plans d'action, une orientation ministérielle. C'est un très beau discours, mais quand vient le temps de le mettre en pratique, eh bien, soyons très conscients qu'on fait face à un système qui n'a pas du tout été conçu pour être ouvert, disons, à un peu cette spontanéité dont on parlait tantôt, comment laisser place au caractère spontané de l'approche des pairs aidants. Invités internationaux, que se termine la deuxième phrase ici, bien, notre formation est beaucoup inspirée, on s'inspire beaucoup de ce que vous faites aussi et partout. On pense que ça prend absolument une base commune à tous les pairs aidants. Pairs aidants de tous les pays, unissez-vous. Si on n'a pas cette base commune-là, on risque d'être morcelé, de faire en sorte que ce mouvement soit brisé. On voit bien que parfois, les gouvernements, ça les arrange de diviser pour régner. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et on fait face, il faut absolument s'unir. Comment imaginer une trame commune? Eh bien, on voit bien qu'avec les technologies modernes, les MOOC, les cours en ligne, pourrions-nous collaborer ensemble pour définir une trajectoire commune, un premier dénominateur commun? Et moi, j'aimerais beaucoup que les pairs aidants, Stéphane, Caroline et compagnie, puissent suggérer et intervenir dans une formation qui se terminerait par une espèce d'examen commun. Parce qu'on voit bien qu'on parle de toutes sortes d'autres professions, comme les infirmières on a beaucoup d'infirmières québécoises qui veulent aller pratiquer en Suisse, on comprend très bien pourquoi, pour plein de raisons, et aussi des infirmières françaises qui viennent au Québec, mais c'est parce qu'il y a une base commune de formation. Bon, il y a quelques critères qu'il faut rajouter ensuite. Je pense qu'un père aidant québécois devrait pouvoir venir travailler en France, ou Philippe peut venir travailler au Québec, parce qu'il y aurait une base commune. Décidée, développée par des pères aidants, mais qui sont soutenus dans ce rôle-là, qui est quand même assez nouveau pour eux, un peu inquiétant. On fait face à des professionnels très, très articulés. Il faut se serrer les coudes. Et finalement, dans les services, un rapprochement professionnel entre ceux qui s'occupent des usagers et entre les pères aidants. C'est fascinant et on le voit aussi dans l'autre sens. Dans notre formation, le stage d'été, dont Isabelle le rappelait, c'est un cours d'une année complète, mais un seul cours à la fois. Et à la fin, il y a le stage, qui est commun avec celui des résidents qui doivent suivre un séminaire en réadaptation que le docteur Alain Lesage coordonne. Et nos étudiants, qui sont des étudiants de la faculté de médecine, des pairs aidants, eh bien, viennent dans le séminaire en réadaptation. Ils seront sur le même pied d'égalité que les résidents en psychiatrie. Et on a l'occasion de voir que ce ne sont pas tous les psychiatres qui sont détestables, pas du tout. On est étonné parfois parce qu'on a une vision de la psychiatrie qui est archaïque. Disons-le, les représentations sociales, oui, de la maladie mentale, des gens qui en souffrent, mais également la psychiatrie a une très, très mauvaise réputation aux yeux du public et des usagers qui, parfois, vont s'empêcher d'aller consulter parce que si on se fait conseiller, peut-être par son médecin généraliste, d'aller conseiller un psychiatre, on le reçoit d'abord comme une insulte. On s'imagine que c'est des gens tout de suite qui ne pensent qu'à donner des médicaments et à vous contrôler. Mais lorsqu'on voit de jeunes futurs psychiatres s'interroger avec nous, on voit la grande qualité de ces gens-là et les pairs aidants, dans l'autre sens, peuvent rassurer les usagers sur la psychiatrie moderne qui, disons-le, pourrait bénéficier d'un petit, un petit facelift, changer le visage de la psychiatrie avec des gens qui vont pouvoir personnifier
une psychiatrie moderne, c'est-à-dire axée sur leur établissement pour pouvoir témoigner peut-être de la grande qualité des soins qui pourraient leur être offerts, dans la mesure où ces soins-là sont axés sur leur établissement. Voilà. Un mot? Oui, je voulais juste rajouter au niveau de l'intégration dans les équipes, parce que oui, évidemment, là, comme je vous disais tantôt, les personnes qui sont embauchées à titre d'éducateurs dans des équipes, bien, elles sont un peu isolées. Tandis que ce qui arrive avec nous, bien, on essaie de créer un collectif. Donc, les gens qui sont embauchés au sein de l'association, on peut à ce moment-là échanger, faire des communautés de pratique et d'échange et de mentorat entre les pères aidants. Donc, à ce moment-là, nous, quand on a un nouveau client, on va aller premièrement préparer les équipes avec un peu une présentation sur le rétablissement, la stigmatisation, tout ça. Puis après, le père aidant va intégrer l'équipe, mais toujours en ayant son lien avec l'équipe. Donc, c'est comme une sagesse collective qui vient avec le père aidant qui vient en frais de service avec nous. Puis je voulais aussi mentionner, moi aussi, qu'on a quand même aussi des décideurs qui ont l'audace d'aller en dehors de ce qui est prescrit dans le plan d'action en santé mentale. Donc, il y a des décideurs qui créent des postes à l'extérieur des équipes traditionnelles CIV-SIM que je parlais tantôt, donc dans d'autres endroits, ce qui est vraiment intéressant parce que là, on peut développer la pratique spécifique à une équipe ou une autre, puis après ça, comparer. Quand il y en a 2, 3 qui sont dans le même modèle, ils peuvent se mentorer entre eux et échanger parce que ça varie quand même beaucoup selon les modèles de où le père aidant travaille. Puis, dernière chose aussi, je voulais mentionner que... Oui, on parlait de dépendance et de santé mentale. C'est associé au niveau de l'université, là, c'est addictologie et santé mentale. Mais c'est pas encore vraiment ensemble au niveau des pères aidants. Il y a des pères aidants en dépendance, mais on n'a pas de lien nécessairement avec eux. Ça aussi, ça serait intéressant de développer ça parce que c'est ça. Il existe des pères aidants autres que santé mentale qu'on connaît un peu moins. Merci beaucoup. Caroline, alors vraiment un dernier mot. J'adorerais vous laisser la parole tellement plus longtemps, mais on est déjà très en retard. Bon, ben non. Alors. Non, mais si, alors un tout petit mot. Non, mais bon, on a beaucoup parlé des problèmes de statut, mais je pense que là où il y a... pour changer d'échelle, justement, il y a des gros efforts de formation à faire, je crois. Au niveau des professionnels, on en a parlé. Le préalable, c'est de croire et d'opter pour le paradigme du rétablissement, ce qui reste très théorique, en tout cas chez nous, j'ai l'impression, malgré ce qui est professé. Alors là, pour le coup, j'ai dit qu'il n'y avait pas de stratégie, de plan d'action santé mentale public. Alors par contre, le modèle du rétablissement est ce qui est adopté officiellement, mais dans les faits, ça reste quand même très théorique, et ça doit s'accompagner d'efforts de formation rétablissement pour les proches, parce que je pense qu'ils sont des acteurs importants également, et évidemment des usagers, et un réseau, effectivement, comme vous le suggérez, me semble être une piste à suivre. Et je remercie à ce titre Philippe qui lance cet élan aujourd'hui et qui devrait permettre d'avancer dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5. Merci.